Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick, ancien joueur de rugby international, qui va nous raconter comment du jour au lendemain, il s'est retrouvé paralysé, et comment il a réussi à retrouver son autonomie et à se réinventer en partie grâce au sport adapté. Vous entendrez aussi les cigales en arrière-plan qui ont décidé de s'inviter dans notre discussion, et apparemment elles avaient aussi beaucoup de choses à raconter. Alors j'espère que vous ne serez pas trop gênés, et bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour. Et du coup, je vous laisse déjà donc vous présenter rapidement si vous voulez. Oui, alors donc je m'appelle Patrick, j'ai 67 ans, je suis de la région toulonnaise, j'ai toujours vécu dans la région toulonnaise, j'ai fait un bac scientifique, après je suis allé en maths P, j'ai fait HEC, Okay. et j'ai travaillé pendant des années pour l'administration des impôts. Okay. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai été international de rugby et ensuite j'ai pratiqué beaucoup le VTT, la planche à voile, etc. avec mon épouse la plupart du temps, donc vraiment en loisir. Et malheureusement, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à avoir très mal dans le dos et je suis donc allé à l'hôpital où on ne m'a rien trouvé, on a fait quelques vérifications du cœur, etc. Ouais. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais paralysé. Ah, ok. Alors, je vais vous demander juste pour introduire, est-ce que vous avez des loisirs, des passions dans votre vie maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire Alors actuellement, je suis patient partenaire à l'hôpital René Sabran. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup faire. Et ensuite, je fais du handi-basket, je fais du handbike, quelques sports adaptés au handicap. Donc, vous faites hebdomadairement? Oui. Ok, super. Trop bien. Ok. Bah alors donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, du coup, vous me racontez que vous aviez commencé par avoir mal au dos et que vous avez consulté suite à ça. C'était à peu près à quel âge? Il y a une dizaine d'années, j'avais 57 ans. Ok. J'avais 57 ans et donc... en fait, il s'est avéré par la suite, après quelques jours d'examen, que j'avais fait ce qu'on appelle un infarctus médulaire. En fait, j'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, comme beaucoup de gens. Et en fait, cette arthrose, ça crée des petites excroissances osseuses et par malchance, j'avais une veine nourricière de la moelle épinière qui passait à proximité de cette arthrose. Et cette arthrose m'a limé cette veine avec le temps, en ayant différentes activités. Ouais. La veine a fini par se rompre et la moelle épinière ne plus être nourrie en fait et oxygénée notamment. Ah oui. Voilà. Et donc la moelle épinière ne se régénérant pas, suite à ça, je me suis retrouvé avec au début une tétraplégie. Ok. Qui donc ensuite, ça veut dire paralysé des 4 membres. Voilà, ça veut dire paralysé des 4 membres. Heureusement pour moi, dans les 3 semaines à peu près qu'on suivit, j'ai récupéré l'usage de mes bras. D'accord. Donc, ce qui était quand même un peu inattendu, je dirais, mais quand même très important parce que la vie d'un tétraplégique ou d'un paraplégique, c'est quelque chose de très différent. Et ensuite, petit à petit, avec la rééducation à l'hôpital que j'ai faite pendant 1 an et demi à peu près, j'ai réussi à commencer à bouger un peu plus, pouvoir marcher un petit peu avec des béquilles, plus déambuler, je dirais, que marcher. Voilà. Mais c'est quand même une évolution intéressante parce que bon, voilà, le fait de... Et à ce moment-là, vous travailliez encore? Oui, je travaillais encore, bien sûr, donc j'ai été mis en arrêt, bien sûr, en arrêt maladie. Ça a été un peu brutal? Oui, ça a été très brutal parce que c'était du jour au lendemain. Hein. Ah oui. Je me suis couché un soir avec une douleur au dos qui était importante, mais voilà. Je m'attendais jamais, bien sûr, à me réveiller le lendemain en étant paralysé. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez appelé, vous avez appelé le SAMU? Non.
je me suis débrouillé en descendant sur les fesses d'aller plus ou moins jusqu'à la voiture et j'ai demandé à mon épouse qui était là et un ami qui est venu rapidement de m'amener à l'hôpital à Sainte-Anne, qui est un hôpital militaire de la région, voilà, où là j'ai été pris en charge et on a mis quand même quelques jours avant de comprendre ce qui s'était passé, parce que ça n'est pas si évident que ça. Ils procèdent souvent avec un tas d'examens par élimination. Et du coup, voilà, le diagnostic est tombé, donc j'étais paralysé. Et ils vous ont dit que vous pourriez récupérer? Non, au départ, on m'a pas laissé beaucoup d'espoir, parce qu'en général, ce type d'atteinte est très brutal et très profond. D'accord. Et donc, en principe, il est assez rare qu'il y ait des récupérations. Je fais partie de petit pourcentage qui a de la chance de récupérer, et tant mieux pour moi, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, entre être paraplégique incomplet et être tétraplégique, la vie, le quotidien n'est pas du tout le même. Oui, donc parce que là, du coup, vous avez fait la rééducation, vous avez retrouvé un peu de mobilité, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes paraplégique, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser vos jambes. J'ai une jambe qui fonctionne partiellement, et c'est grâce à cette jambe qui fonctionne partiellement que je peux marcher en m'aidant d'une paire de béquilles. Ouais. Bon, c'est pas utilisable longtemps, mais ça me permet quand même de faire des petits déplacements chez moi, d'aller à la voiture, etc. Et notamment d'avoir récupéré une petite mobilité de mon pied gauche qui me permet de conduire un véhicule et d'être autonome. D'accord. Et vous, comment vous l'avez vécu, l'annonce de cette pathologie et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête, ce problème-là, ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, du tout. En fait, j'avais peu de personnes autour de moi qui étaient victimes de handicap, donc je connaissais très mal le handicap, encore moins cette pathologie-là, puisqu'apparemment ça représente quelques 10-15 cas par an en France à peu près, donc c'est quand même pas du tout énorme par rapport à plusieurs milliers d'atteintes neurologiques de la moelle épinière. Donc d'ailleurs les spécialistes au début ont eu du mal à mettre le doigt sur la pathologie parce que ça n'est pas courant, voilà. C'est pas une pathologie évolutive. Non, c'est pas une pathologie. Ça veut dire que c'est un peu comme un accident, ça vous arrive et après ça n'évoluera plus. Voilà, ça n'évolue pas. D'accord. Ouais. Et donc comment vous avez accepté ce diagnostic? Ben, je l'ai accepté difficilement parce que j'étais quelqu'un de très actif. Je faisais beaucoup de sport, je travaillais, donc c'était quand même quelque chose de très brutal. Ouais. Comme toujours d'ailleurs malheureusement dans ce genre de truc, que ça soit comme dans mon cas une forme je dirais de maladie ou que ça soit le résultat d'un accident, un accident de la vie, un accident de la route, enfin peu importe, le résultat est le même. Oui. Ça veut dire que du jour au lendemain vous vous trouvez dans l'incapacité importante de faire beaucoup de choses que vous faisiez la veille. Et oui. Donc je dirais que accepter, on n'accepte jamais. Moi, ce qui m'a, je dirais, aidé, c'est que, bon, j'avais déjà 57 ans, donc j'avais quand même un peu de recul, de l'expérience de la vie, j'avais quand même fait beaucoup de choses. Donc ma situation n'était pas la même, par exemple, qu'un jeune qui a 20 ou 25 ans, oui. Qui avait toute sa vie devant lui et qui, lui, doit aussi tirer un trait sur cette vie. Oui, oui, oui. Donc bon, disons que ça amortit un petit peu le choc. Voilà. Ouais. Et après, au bout de quelques temps d'hospitalisation, qui n'a pas été très long, une quinzaine de jours, je crois à peu près, je suis venu ici à Gien, dans un centre de rééducation spécialisé, puisqu'il y a un service spécialisé dans les atteintes de la moelle épinière. Voilà. Là, j'ai été très bien pris en charge. Alors, on m'a dit dès le départ que il y avait peu d'espoir de récupération et que je risquais de rester dans un fauteuil électrique, enfin, etc. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu. Je dirais que moi, quand je suis arrivé ici, j'ai un tempérament et un passé de sportif. Et j'ai vécu ce moment comme un défi, en fait. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ben, je vais me battre, je vais faire le maximum. Et puis on verra bien après ce qui se passe. Okay. Et donc, en fait, le fait qu'on m'ait dit ça, je crois que je ne l'ai pas entendu. J'étais dans mes objectifs,
j'étais en salle de rééducation parce qu'on a de la kiné le matin et l'après-midi et puis d'autres activités. Et en fait, moi, je complétais tout le temps ces activités avec du complément à côté. Donc en fait, je faisais bien rire les kinés parce que je faisais l'ouverture et la fermeture de la salle en fait. Ok. J'allais le matin, je repartais le soir. Oui. Et alors, je ne sais pas si ça m'a aidé à récupérer ou si c'est simplement dû à de la chance, peu importe. C'est Mais dans sûrement tous un les cas, petit peu des deux. peut-être, c'est toujours très difficile à dire, Ouais. mais dans tous les cas, j'avais au moins la satisfaction de me dire que j'avais fait le maximum. Ouais. Voilà. Et que, quelle que soit ma situation à un moment donné, je pouvais pas avoir de regrets. Oui. Voilà. Au moins, vous aviez tenté. Donc, vous étiez dans cet esprit combatif. Voilà, tout à fait. Et votre famille, votre femme, vous n'avez pas parlé de vos enfants? Vous avez des enfants? Alors j'ai un fils, oui, j'avais un fils, une petite fille qui avait 3 ans, une belle fille donc bien sûr, et mon épouse qui a 4 ans qui avait 4 ans de même que moi. Comment eux, ils ont vécu ce moment? Je pense qu'ils l'ont très mal vécu. Bah oui. Je pense que c'est très dur pour l'entourage quand il arrive des choses comme ça, parce que ça n'atteint pas que la personne concernée, Oui. bien sûr, ça atteint tout l'entourage. Voilà, j'étais quelque part un peu le chef de famille, je dirais, donc quand il y avait des soucis, des problèmes à régler, etc., on s'appuyait beaucoup sur moi. Et du coup, du jour au lendemain, on a le sentiment que on va plus pouvoir faire ça, Ouais. plus pouvoir fonctionner comme ça. Alors que c'est pas forcément vrai, parce que à partir du moment où la tête continue à fonctionner correctement, je veux dire, on n'a pas plus de difficultés qu'avant à faire face aux problèmes, quoi. Hein, bon. Donc, vous avez dû aussi les rassurer, eux, pour... Oui, tout à fait. J'ai dû les rassurer, et puis ça m'a beaucoup motivé, en fait, dans ma rééducation, et donc dans l'état d'esprit que j'avais dans la rééducation, parce que mon objectif, c'était surtout de ne pas être un fardeau. Oui. Pour mon entourage, pour mon épouse d'abord, pour mes enfants, donc bien sûr. Et donc je pense que ça m'a aussi porté, aidé, motivé à récupérer le plus possible, parce que mon objectif c'est me dire, mais moi, après quand je vais rentrer à la maison, je verrai bien quel sera mon degré d'autonomie, mais dans tous les cas, ce que je ne veux pas, c'est que ma famille, ça l'empêche de vivre. Et oui. Voilà. Mon épouse a toujours été très sportive. On avait la chance toute notre vie de faire beaucoup de sport ensemble, etc. Et c'était une passion. Ouais. Et pour moi, il n'était pas question qu'elle abandonne cette passion parce que moi, je n'étais plus en capacité de la faire et que je devienne un boulet, entre guillemets. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport ensemble? Alors ensemble, on a toujours fait beaucoup de planches à voile. On a fait quasiment 40 ans de planches à voile. Okay. À l'Almanar, ici, qui est un site de planches à voile idéal, et on avait la chance de vivre ici, donc c'était très facile. Ensuite, on alternait avec beaucoup de VTT, pareil, on a fait une 40aine d'années de VTT. Et tous ces sports, on les pratiquait ensemble, le but étant de se faire plaisir. Oui. On ne cherchait absolument pas la performance ni rien. Moi, j'ai été un athlète de haut niveau avant au rugby. J'ai joué pendant des années dans l'équipe première de Toulon. J'ai joué en équipe de France. J'ai été sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Donc, j'étais habitué à cette époque-là à un sport de compétition. Mais ensuite, ça n'était plus du tout ce que l'on recherchait. Oui. Bon. Et donc là, avec tout cet esprit sportif, d'un coup se retrouver dans un fauteuil, ça vous a pas, vous êtes resté dans l'esprit combatif de je vais y arriver, je vais sortir de là. En étant parfaitement conscient qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, que je faisais avant, que je ne pourrais plus faire. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous à ce moment-là? Le plus dur, c'est une forme de dépendance, je dirais. Ouais. Avant, j'étais quelqu'un de très autonome, très bricoleur, je faisais tout, j'avais besoin de personne. Malheureusement, j'ai appris à avoir besoin des autres, un petit peu quand même, quoi. Alors, au niveau familial et indépendance, tout ça, dans mon quotidien, pas trop. Mais par exemple, du jour au lendemain, des choses que vous faisiez facilement, votre jardin, votre ceci, etc. Du simple bricolage à votre maison, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Et oui. Et ça, quand vous savez le faire, c'est dur à vivre, c'est dur à accepter. Et oui. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qui est difficile pour vous maintenant. C'est le plus dur maintenant, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Le fait de vous déplacer en fauteuil, par exemple, ça c'est pas... Non, ça c'est pas le plus compliqué parce que
J'arrive très facilement après à me transférer dans mon véhicule puisque j'arrive quand même à me tenir debout, ce qui est quand même, je dirais, assez extraordinaire par rapport à ce qui m'attendait au départ. Ouais. Donc c'est plutôt une surprise. Parce que là, du coup, donc vous pouvez toujours conduire. Oui, Vous avez une voiture adaptée. oui, j'ai une voiture adaptée, bien sûr, Vous conduisez obligatoirement. avec les mains. Non, je conduis avec le pied gauche en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai bien sûr une voiture automatique obligatoirement. Mais comme j'ai récupéré une mobilité suffisante et une force suffisante de mon pied gauche, en fait j'ai l'accélérateur à gauche et je conduis. Donc ça, comme avant. il a fallu réapprendre ou Oui, ça oui, s'est il a fallu repasser le permis, etc. Puisque Ouais. c'est quelque chose d'obligatoire. Ouais. Quand vous avez eu un handicap, quel qu'il soit, la loi vous oblige en fait à consulter un médecin spécialisé Ouais. qui va définir vos besoins en matière de conduite, qui va dire voilà, vous devez conduire avec tel type d'équipement, sinon vous n'êtes pas en règle. Donc j'ai fait ce parcours que font malheureusement tous les handicapés, voilà. Et ensuite, j'ai fait faire une petite adaptation sur mon véhicule, Ouais. de façon à pouvoir conduire normalement. Bon. Et ça s'est bien passé. Oui, ça Pas s'est bien de passé. difficulté particulière. Non, pour ça. j'ai pas eu dans ce cas-là, moi, de difficultés particulières, puisque je dirais que peut-être 6-7 mois après mon accident, je reconduisais. Ah oui, oui. D'ailleurs, après, j'ai passé pendant une année d'hôpital de jour, c'est-à-dire que vous avez deux types de régimes. Vous avez l'hospitalisation traditionnelle, complète, où vous êtes à l'hôpital, vous dormez à l'hôpital, etc. Ouais. Et ensuite, quand les choses vont mieux, aussi pour des raisons d'économie, on vous met à ce qu'on appelle un hôpital de jour, c'est-à-dire que vous venez dans la journée faire de la kiné, faire différents exercices, et ensuite vous rentrez chez vous. Ouais. Et ça m'a permis justement de ne pas avoir besoin d'un taxi spécialisé, etc. Oui. Et de venir avec mon propre véhicule pendant toute l'année que j'ai faite. Et justement, de rentrer chez vous, après, du coup, tout ça, ça a été... Alors comment c'est quelque ça a chose été de difficile compliqué. C'est quelque chose de compliqué pour tous les patients en général. C'est une peur qui revient systématiquement. Parce que quand vous êtes hospitalisé pendant 5-6 mois dans un environnement où tout est fait pour que les choses soient faciles, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas, vous vous déplacez facilement avec votre fauteuil, etc. Eh oui. Et Et on fait vos soins personnels, on vous fait à manger. Voilà, voilà. On fait les Par contre, quand lessives et vous tout ça. retournez à votre domicile, il va falloir être capable effectivement de faire ses courses, de faire à manger, de se déplacer, etc. Ouais. Et on appréhende inévitablement, même si on se dit je vais y arriver, enfin, on pense qu'on va y arriver, heureusement, mais malgré tout, c'est pas une garantie. Donc il y a une appréhension, il y a un temps d'adaptation. Et ça a été difficile pour vous au Non. final? Non. Très honnêtement, ça n'a pas été très difficile. Alors un peu compliqué au départ parce que ma récupération, notamment en matière de marche avec des béquilles, a pris quand même quasiment 2 ans avant de commencer à être utilisable. Donc au début, j'étais exclusivement en fauteuil. J'habite une maison qui n'est pas adaptée pour ça. Il y a des escaliers, etc. Donc au début, il a fallu faire quelques adaptations pour pouvoir rentrer chez moi, circuler un peu dans la maison, etc. Donc ça n'est pas quelque chose de très agréable. Vous avez fait des travaux dans chez vous? Oui, quelques petits travaux. Bon, moi j'ai eu la chance, j'avais la chance d'avoir des amis autour de moi qui étaient de la partie et qui s'en sont occupés avant que je rentre à mon domicile. Donc quand je suis rentré au domicile, tout était en place. Donc ça quand même, ça aussi, ça facilite beaucoup les choses. Ouais. Voilà. Et après, bien sûr, oui, il y a toujours quelques transformations à faire. Il faut souvent modifier la salle de bain. Dans mon cas, il y avait bien une salle de bain en rez-de-chaussée, mais il y avait une baignoire. La baignoire, quand vous êtes en fauteuil roulant, se transférer, en ressortir, c'est pas simple. Donc, vous êtes en général transformé avec une douche italienne, vous voyez. Ouais. Il y a quelques transformations qui sont un peu indispensables comme ça. Mais bon, ça, c'est pas, ça se fait assez correctement, quoi. Voilà. Ok. Pour tout ce qui est un peu plus, on va dire, intime, vous n'avez pas besoin de vous sonder, parce que des fois, les personnes en fauteuil, Si. Alors, il faut savoir que ils doivent se sonder. les personnes qui sont en fauteuil, je dirais que il y en a 8 ou 9 sur 10 qui se sondent. Donc, c'est-à-dire, on explique un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez plus faire vos besoins urinés normalement. Voilà, normalement. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser, je dirais, comme un petit tuyau, en fait, que vous introduisez dans vos parties intimes pour aller jusqu'à la vessie et vidanger votre vessie, voilà, comme vous vidangeriez un réservoir, en fait, voilà. Ça vous fait mal?
Non, c'est pas du tout douloureux. Bon, au début, ça demande un petit peu d'adaptation. Alors moi, j'ai la chance, justement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir récupéré correctement l'usage de mes bras et de mes mains. Donc ça me permet de me sonder sans difficulté. Alors que par exemple, quelqu'un qui est tétraplégique, Oui. très souvent ne va pas pouvoir le faire. Ça veut dire que c'est une tierce personne qui va faire cet acte plusieurs fois par jour. Donc au niveau de l'intimité, de l'autonomie, tout simplement. Oui, et puis même du regard qu'on a sur soi-même. Et oui. Ça a quand même un côté un peu, c'est difficile à vivre, quoi, voilà. Alors que quand vous le faites vous-même, c'est quand même complètement différent. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir le faire moi-même, mais donc on est amené à se sonder de 5 à 6 fois par jour, je dirais, voilà. Et vous le sentez comme Oui, avant, vous sentez que vous avez besoin Alors d'aide. moi, dans mon cas, parce que tous les cas sont différents, dans mon cas, j'ai la chance de sentir quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, la seule différence, c'est que je n'urine plus naturellement comme avant. Je suis obligé de recourir à cet artifice pour pouvoir faire une vidange de vessie normale, voilà. Ça, c'est pas quelque chose qui est difficile pour vous maintenant. Pour moi, non. Ça peut, même avant, ça pas quelque chose qui m'a beaucoup heurté. Ouais. Par contre, j'ai pu constater autour de moi, auprès d'amis d'infortune, je dirais, que pour certains, c'est quand même quelque chose de très violent et de très dur à vivre. Et oui. Voilà. En fait, personne ne réagit de la même façon. On a tous un vécu différent, un entourage différent, un mode de vie différent, des moyens financiers différents. Il y a beaucoup de paramètres. Et oui, parce que du coup, il y a aussi des adaptations qui coûtent de l'argent à mettre en place. Voilà, il y a entre autres. Alors bon, il y a des aides pour ceux qui ne peuvent pas forcément avoir toutes ces adaptations. Il y a des aides, mais ça prend du temps, il faut faire beaucoup de dossiers, etc. Ouais. Ça n'est quand même pas une situation qui est simple. Et oui. Et bon, on a parlé du pipi, parlant du caca, ça se passe normalement. Non, de ce côté-là, dans mon cas à moi, il n'y a pas de souci, mais pour certains, ça peut être également un problème qui nécessite ce qu'on appelle un toucher rectal, c'est-à-dire que l'évacuation va avoir besoin d'une aide manuelle. Et oui. Donc ça aussi, on comprend bien que c'est pas super quoi, voilà. Hein. Et oui, parce que moi, faut en parler de ces choses-là, on bien ne sait sûr, pas, mais c'est vrai que parce que oui, ça fait partie de cet handicap invisible. Et voilà. Quand on voit quelqu'un qui est dans ce fauteuil roulant, on pense d'abord au fauteuil, on voit le fauteuil, puis on se dit bon, malgré tout, bon gré mal gré, avec un bon fauteuil, on arrive quand même à vivre, à se déplacer, et c'est vrai. Par contre, il y a toute cette partie-là, toutes ces parties qui sont compliquées, qui ne se voient pas. La partie sexuelle, vous pouvez en dire un mot ? La partie sexuelle, pour moi, ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas changé. Vous n'avez pas eu de choses différentes d'avant ? Non. Parce Par que des contre, fois, c'est aussi un problème chez certains. Pour beaucoup de personnes qui ont un handicap, on a recours à des solutions médicamenteuses de différentes formes. Ouais. Ça peut être des gélules, ça peut être des piqûres, etc. Que vous êtes obligé de faire avant d'avoir un rapport sexuel avec votre ami ou votre épouse. Ouais. Et bon, ça non plus, c'est pas très fun parce que bon, on peut pas dire que d'avoir ce genre de rituel, ça soit ce qui est le plus sexy, quoi, je veux dire. Voilà. Non, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais après, j'ai autour de moi beaucoup de camarades qui sont mariés, qui ensuite ont même eu des enfants, donc en étant en fauteuil roulant, en ayant un handicap, et qui arrivent à gérer ça très bien. Voilà. Là aussi, c'est très personnel. Je vous demande parce que moi, j'ai côtoyé aussi quelques patients en fauteuil. Et souvent, ces patients disent au bout d'un an, ce qui est le plus difficile pour eux, encore, c'est cette partie-là, plus sexuelle, intime. Tout à fait. Plus que parfois de se déplacer en fauteuil ou le reste, en fait. Ça me serait arrivé à 20 ans, ce problème-là, je l'aurais peut-être vécu très mal. Très mal, et oui. Voilà. Vous aviez plus le recul pour appréhender les choses. Moi, je dirais, on ne peut pas dire que j'ai eu de la chance, parce qu'avoir de la chance, c'est ne pas être confronté au handicap. Hein. Mais disons que dans ma malchance, j'ai eu la chance de l'avoir assez tard, mon problème de santé. Et donc, j'ai eu une approche du handicap qui était différente de celle que j'aurais eue à 20 ou 25 ans. Par exemple, un accident de moto ou n'importe quoi, comme c'est souvent le cas, c'est souvent des accidents de la route, voilà. Donc, c'est aussi quand même beaucoup de force d'accepter la situation comme vous le racontez là et de essayer d'aller plus de l'avant
Oui. Parce que Alors quand après, même, je pense que ça tient au caractère de la personne. J'ai eu une vie, je dirais, qui n'a pas été facile du tout. J'étais en nourrice très jeune. Ensuite, j'ai été en pension pendant de longues années chez des pères maristes, etc. Bon, ça s'est relativement bien passé dans l'ensemble, mais c'est pas une enfance normale. Donc, je pense que involontairement, ça forge le caractère. Ouais. On apprend à se gérer, à s'endurcir, je dirais, etc. Voilà. Dans mes études, c'est la même chose. J'ai pas eu de rapport de bonne qualité avec mes parents. Bon, mon père, je ne l'ai jamais connu. Ma mère travaillait beaucoup, donc elle était peu disponible. Je pense que ensuite le sport de haut niveau, etc. Tout ça m'a forgé, je dirais, un mental qui m'a permis, quand ça m'est arrivé, qui m'a aidé. Ouais. Qui m'a aidé quand ça m'est arrivé. Mais là aussi, c'est une chance. Quand je dis ça, c'est pas pour dire moi j'avais cette qualité, moi ceci, c'est pas ça. C'est surtout que voilà, la vie a fait que j'étais peut-être mieux armé que certains. D'autres sont encore même mieux armés que moi. Mais j'ai pu faire face. Je dirais, j'ai pas eu la sensation de faire place à quelque chose d'insurmontable. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est bien, c'est parce que vous étiez préparé à surmonter cette épreuve-là Oui, aussi. je pense que voilà, j'avais un caractère qui me préparait à ça, une certaine capacité de résilience que tout le monde n'a pas forcément. Hein, voilà, moi je le vois autour de moi avec donc des collègues que je côtoie, pour lesquels ça a pris parfois plusieurs années avant de trouver un certain mode de vie, un certain rythme de vie qui soit acceptable, quoi. Voilà. Ouais. Alors que moi, ça a été, je dirais, ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez repris le sport après, une fois que vous étiez du coup en fauteuil? Oui, alors bon, bien sûr, je suis en fauteuil, donc le premier sport que j'ai eu ici à l'hôpital René-Sabran, on a la chance d'avoir un service d'animation avec des éducateurs sportifs, etc. Et qui donc vous propose très rapidement, en fonction de vos possibilités au moment du handicap, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas forcément faire pour des raisons médicales ou autres. Et donc, on nous propose assez rapidement de découvrir le handisport en général, c'est-à-dire les activités qui sont adaptées au handicap. Ça peut être simplement, bon, comme ici on est en bord de mer, au début, on peut faire par exemple des promenades en kayak, etc., ce qui est quand même pas désagréable de se dire, finalement, je le fais comme n'importe quelle autre personne. On découvre ici, on a une passion pour le handi-basket. Ouais. Parce qu'on a la chance dans l'hôpital d'avoir un terrain de basket, qui n'est pas le cas dans tous les hôpitaux. Et donc, on a une association qui est très dynamique, qui a acheté au fur et à mesure des années des fauteuils, etc. Et donc, ça permet d'avoir tout le matériel à disposition pour découvrir le handi-basket. Oui, parce qu'il vous faut un fauteuil spécial. Oui, c'est un fauteuil spécial. À chaque fois, un équipement spécial. C'est un fauteuil spécial, c'est un fauteuil qui n'est pas donné. Et le matériel pour le handicap est toujours très cher. Donc, là, nous avons une association ici qui a à peu près une quinzaine de fauteuils, ce qui est quand même ça s'est fait au fur et à mesure des années. Ouais. On les renouvelle régulièrement, etc. Et ça permet justement, moi, ça m'a permis de découvrir le handi-basket, et ça permet depuis des années de faire découvrir ce sport à un tas de jeunes et de moins jeunes pendant leur hospitalisation. Donc vous, maintenant, vous faites du handi-basket. Voilà, je fais du handi-basket ici dans le cadre un peu de l'hôpital. J'ai fait pendant quelques années aussi du handi-basket dans le cadre d'un club de sport carrément. Ouais. Donc vraiment dans de la compétition de handi-basket, voilà. Ensuite, moi, je faisais de la pirogue auparavant. Ok. De la pirogue hawaïenne, plus précisément. Et j'ai adapté ma pirogue de façon à pouvoir continuer à en faire. Et donc, depuis des années, il m'arrive régulièrement de faire de la pirogue, de faire des randonnées. Bon, bien sûr, quand les conditions s'y prêtent, hein. Mais comme on est au bord de la mer, ça me permet de faire un sport que je faisais déjà avant et que je peux continuer maintenant, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait comme autre sport? J'ai aussi découvert un sport qui s'appelle le handbike. Alors, le handbike, c'est une sorte de vélo allongé, en fait, qu'on fait fonctionner avec les bras, oui. Puisque bien sûr la plupart du temps sont les jambes qui ne fonctionnent pas.
Et avec vos bras, ben vous avez un pédalier parfaitement adapté. Là aussi, l'association possède ce genre de matériel et donc on le fait découvrir. Et moi, je l'ai découvert avant les patients de maintenant de la même façon. Et voilà, ça permet de découvrir des sports adaptés. Alors bien sûr, c'est pas du vélo normal, bien sûr, c'est pas du basket normal, mais Est-ce que ça vous permet d'aller faire du vélo avec votre femme encore, du coup? non. Alors bon, moi, je n'ai pas pu le faire parce que bon, malheureusement, mon épouse est décédée il y a 3 ans Ah, maintenant. pardon. Elle est décédée brutalement en faisant du sport, comme elle aurait aimé que ça se passe. Donc voilà. Et donc maintenant, depuis quelques années, je suis seul. Donc, mais je ne peux pas faire ce genre de sport Eh avec oui. mon épouse. Et puis, nous faisions essentiellement du VTT. Donc, on allait beaucoup en colline et pas sur la route. Et mon épouse avait horreur du vélo de route. Oui, oui, oui. Donc, on n'aurait C'est pas, pas la même chose. voilà, on n'aurait pas partagé ce genre de choses. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Par contre, on faisait des randonnées ensemble. Elle avait un paddle, moi j'étais sur la pirogue, etc. On faisait des choses comme ça. Voilà, ça c'est des choses Et oui, oui, oui. qu'on pratiquait, ou même simplement du kayak, etc. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On pouvait continuer à faire quelques activités comme ça, mais bon, pas les activités principales Non, que nous mais faisions avant. à partager des moments quand même encore. Voilà, et tout à fait, tout à joyeux. fait, tout à fait. Voilà, Bien. voilà. Ok. Après, nous faisions partie, je dirais, d'un groupe de surfeurs, un groupe de personnes qui faisaient du VTT, etc. Donc moi j'ai tenu absolument à ce qu'elle continue à profiter de cette passion avec le groupe d'amis que nous avions, Ouais. aussi bien en vélo qu'en planche à voile. Donc elle a continué jusqu'à sa disparition à pratiquer tous ces sports. D'ailleurs, elle a disparu, elle est décédée sur sa planche à voile Ok. brutalement. Ça n'a rien à voir avec la planche, hein, un arrêt cardiaque et Ah oui. voilà. Comme ça aurait très bien pu lui arriver dans une autre circonstance, voilà. Je pense que d'avoir vécu aussi le handicap ne l'a certainement pas épargné, Et oui. parce que c'est pas facile à vivre, et donc je pense que ça peut avoir eu aussi un impact sur sa santé, voilà, etc. Vous ressentez une culpabilité par rapport à ça? Non, non, Que non, ça non. n'a rien à voir avec Non, vous? ça n'a rien à voir. Je ressens pas de culpabilité. Je veux dire, personne n'est responsable Non. quand il arrive quelque chose. Non. Ni la personne qui subit le handicap, ni la famille qui est obligée d'accepter tout ça et de s'adapter. Il n'y a pas de coupable là-dedans. Non, non, non. Donc à partir du moment où il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de raison d'avoir de la culpabilité. En fait, c'est triste, mais c'est beau, je trouve. Bon, moi, je dis ça d'un point de vue totalement extérieur, mais je trouve Oui, ça alors assez bon, beau le fait que c'est elle ait pu. dur à vivre, hein, parce que c'est une personne. On est resté mariés 42 ans, donc et puis un mariage formidable qui s'est toujours bien passé. On s'entendait très bien. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu. On partageait les mêmes passions. Donc c'était bien sûr que ça me manque énormément, ce Oui. genre, bien sûr que j'aimerais qu'elle soit toujours là et qu'on puisse partager encore des moments, voilà. Mais après, à côté de ça, moi, voilà, je tenais absolument à ne pas être un frein à ses passions. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je tenais, et ça m'a motivé dans ma rééducation. Parce que je me disais, au plus je vais récupérer, au plus je vais être autonome, au moins je serai un poids pour mon entourage. Oui, mais en règle générale, de toute manière, c'est vrai, hein. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ça m'a permis à moi aussi de pas être un poids pour moi-même. Et oui, bien sûr. Je veux dire, à partir du moment où vous récupérez une certaine autonomie, ce qui est mon cas, même si le quotidien n'est pas simple, etc., j'arrive à me débrouiller tout seul, à vivre seul, à m'occuper de moi tout seul. Donc, je dirais que, vu d'où je suis parti, c'est une belle victoire, quelque part. Voilà. Complètement, complètement. Voilà. Surtout si vous me dites que vous vivez tout seul maintenant, vous arrivez oui, à tout faire tout seul. Oui, bien sûr. Je fais mes courses, je me fais à manger, je fais ma toilette, j'arrive à être totalement autonome. Si on reparle un peu de handisport, vous avez dit que vous avez fait partie, vous avez fait du rugby à haut niveau. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez du handi-rugby? Alors le handi-rugby, je n'ai pas accroché, parce qu'en fait, le handi-rugby, qui est un sport formidable, mais il est beaucoup plus destiné à des personnes qui ont un handicap plus lourd. D'accord. C'est-à-dire des personnes qui sont plus des tétraplégiques incomplets. Ouais. Voilà. En fait, théoriquement, d'ailleurs, de mon handicap, je ne suis pas admissible. Vous n'êtes pas candidat pour ce genre de non, sport-là. je ne suis pas.
je ne rentre pas dans les critères D'accord. qui permettent d'être licencié dans ce sport-là. Ok. Alors j'en ai déjà fait à plusieurs reprises, parce que quand il s'est créé un club dans la région à Toulon il y a quelques années, et il manquait de monde donc à l'époque, donc j'y suis allé comme volontaire pour faire le nombre, je dirais. Donc pendant 2-3 ans, j'ai découvert ce que c'était que le handi rugby, mais en sachant que je n'étais pas comment dire Dans les critères pour voilà, participer à ce sport. voilà, je n'étais pas dans les critères pour faire de la compétition dans ce sport-là, voilà. Et c'est comparable au rugby ou vraiment ça n'a Pas rien du à tout. voir? Alors ça n'a strictement rien à voir. Bon, ça bien sûr, c'est fait dans des fauteuils spéciaux. C'est les mêmes ballons? Non, pas du tout. Même ça pas. se joue avec un ballon de volley rond, parce que comme je vous disais, ce sont des personnes qui sont tétraplégiques incomplètes, qui ont souvent des problèmes avec les membres supérieurs. Et donc, attraper un ballon de rugby, ça n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile avec un ballon de volley qui est beaucoup plus léger. On peut se faire des passes en avant, donc qui n'a rien à voir avec le rugby. Je dirais, la comparaison un peu avec le rugby, c'est que, il y a des chocs, puisque vous cherchez à mettre l'adversaire en défense en échec. Donc, il y a certains chocs d'une part, et que pour marquer un point, vous passez une ligne, comme un essai, vous voyez. Donc, je dirais que la comparaison, elle s'arrête un petit peu là. Oui. Voilà. Sinon, les règles sont pas les mêmes. Les règles sont pas du tout les mêmes, ni rien, mais ça permet à des personnes handicapées qui ne seraient par exemple pas capables de jouer au basket, au handi-basket, qui est, je dirais, un peu le sport numéro 1 dans le handicap, de quand même pouvoir pratiquer un sport d'équipe, de compétition, etc. Donc c'est quand même ça la finalité du handisport. Et oui. C'est que tout le monde, un maximum de personnes, puissent, si elle en a envie, participer. Mais voilà, il existe des sports complètement différents dans le handicap. Voilà. Vous avez pu refaire de la voile ou pas du tout? Alors de la voile, j'en ai refait sur un gros voilier. Je suis capable d'en faire sur un dériveur, il n'y a pas de souci, j'y arrive, ou même un hobby cat, ou etc. Mais bon, c'est pas ce qui me passionnait le plus. Moi, c'était vraiment la planche à voile, donc ça n'a rien à voir. Le funboard et la voile, c'est quand même deux choses différentes, même si on joue avec le vent, etc. Bon, évidemment, ça me manque. Et oui. Ça me manque parce que ça, c'est absolument pas envisageable, même avec une adaptation quelle qu'elle soit, quoi. Voilà, donc bon. Et oui. Il y a des choses sur lesquelles il faut tirer un trait. Comme faire du VTT, bien sûr, je suis incapable de pédaler, j'ai des problèmes d'équilibre, donc c'est des choses qui ne sont pas envisageables. Donc vous arrivez à remplacer par des nouvelles choses. Voilà, par du basket, par de la pirogue, voilà, ce genre de choses. Bien sûr, ça n'a pas la même intensité que ce que je faisais auparavant. Évidemment, c'est sûr. Et là, vous êtes patient partenaire ici, ça veut dire que vous venez pour parler avec les patients. Tout à fait, voilà. Alors en fait, je suis maintenant depuis plusieurs années un patient partenaire à René Sabran. Alors c'est quelque chose, je dirais, qui a toujours existé. C'est-à-dire, c'est un concept qui fait que les anciens qui sont déjà passés par l'hôpital, le handicap, etc., et qui sont dans un fauteuil depuis longtemps, aident les nouveaux patients, ceux qui malheureusement découvrent le handicap. Les aident pour leur apporter une vision plus optimiste de ce qui les attend. Voilà. Et entre-temps, il a été créé le rôle de patient partenaire parce que l'administration aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, ce qui se faisait avant, je dirais, de façon naturelle, sans formalité, c'est maintenant devenu un vrai statut à l'hôpital. Et donc, il faut être agréé par l'hôpital, etc., pour être patient partenaire. Et donc, le patient partenaire, c'est un bénévole, d'abord, voilà, c'est un bénévole, qui vient s'incorporer dans l'équipe soignante et qui est là pour accompagner les patients dans leur parcours de rééducation, de projets d'avenir, pas du tout de conseils, par contre, parce que chacun doit vivre les choses à sa façon. Mais disons qu'on essaie, on n'y arrive pas toujours, on essaie d'apporter de l'espoir pour la suite, de montrer aux gens que dans les patients partenaires, il y en a qui ont une vraie vie. Nous avons ici un ami qui est un sportif de haut niveau, qui joue dans l'équipe de France de handi-basket, qui est marié avec la même jeune femme depuis des années, qui a eu une petite fille il y a maintenant quelques années, et qui a une vraie vie de famille, une vraie, je veux dire, voilà. Donc,
c'est ce genre d'exemple qui, pour un jeune, est porteur d'espoir. Oui. Voilà. Donc c'est plus du partage d'expérience. Tout à fait. C'est complètement du partage d'expérience. C'est absolument pas des conseils. Bon, dans certains domaines, on peut parfois, dans le choix du matériel, etc. On peut parce que on a de l'expérience, on a des erreurs qu'on a faites. On peut essayer d'aider les autres à ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais après voilà, après c'est à chacun de prendre sa vie à bras le corps après. Hein. Et vous, pourquoi vous faites moi, je le fais parce que d'abord, je l'ai connu, ça m'a aidé. Quand j'ai été hospitalisé aussi au début, le principe de patient partenaire n'existait pas, mais je côtoyais d'anciens patients qui revenaient ici parce que malheureusement parfois on est obligé de revenir là parce qu'il peut y avoir des problèmes de peau, des problèmes de vessie, enfin différents soucis qui sont liés au handicap. Hein, vous revenez pour faire une consultation ou quelque chose de... Tout à fait. Ouais. Mais bon, donc ces gens-là peuvent amener à être réhospitalisés pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et nous, le jeune patient qu'on est à ce moment-là, on est au contact de ces personnes-là. Et on voit qu'ils ont une force de vie, une vision de la vie qui est pas celle à laquelle on s'attend. Ouais. Et c'est un exemple qui aide vachement. On peut discuter avec eux, on peut échanger. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Et je me suis dit, moi maintenant, malheureusement, j'ai été mis à la retraite forcée. Au bout de quelques années de longue maladie, on m'a mis en retraite par anticipation, je dirais, voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, j'ai du temps de disponible. Je veux pas encombrer mon épouse à la maison, je veux qu'elle puisse aller faire ses activités quand elle a envie, sans se sentir obligée de rester à la maison parce que je suis là, etc. Donc j'ai pris cet engagement et depuis donc des années, je viens, je dirais à peu près 3 jours par semaine, bénévolement, apporter mon soutien dans la mesure du possible. Est-ce que ça vous fait aussi du bien de pouvoir reparler un peu de tout ça Oui, avec des gens qui sont concernés par le problème, peut-être? Complètement. Enfin, de toute façon, si vous voulez, on ne peut aider les nouveaux patients qu'à travers des échanges. Oui. Et les échanges humains, pour moi, c'est la base de tout. Je trouve que c'est ça. La vie, elle passe avant tout par ça. Par ces échanges, par cette entraide, voilà. Et puis, je partage leurs difficultés, je partage leur vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils espèrent de l'avenir, etc. Et c'est très enrichissant. Ouais. C'est très, très enrichissant, je trouve. Si vous avez juste un petit mot à dire à des gens qui potentiellement pourraient se retrouver en fauteuil du jour au lendemain ou sans l'usage de leurs jambes, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, c'est toujours très difficile de donner des conseils dans ce domaine-là, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, ça dépend de tellement de facteurs, la façon dont on va vivre l'accident et le handicap qui va suivre, que il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Mais je leur dirais, n'hésitez pas à parler avec les anciens qui sont autour de vous, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à vous faire accompagner, ne restez pas seul. Et oui. Voilà, ça c'est très important, parce qu'il n'y a rien de pire que la personne qui après avoir subi, parce qu'on le subit, un handicap, se retrouve finalement chez elle, dans son coin, à rien faire, à rien partager. Voilà, il faut pas s'enfermer. Une fois que la période d'hospitalisation est passée, quand on rentre à la maison, il faut sortir, il faut pas hésiter. Nous ici, les anciens patients, on les accueille à chaque fois qu'ils le veulent. On partage du sport avec eux, on partage des bons moments, des soirées, des restaurants, comme on le fait avec n'importe quel ami. Ouais. Je veux dire, donc il faut pas penser que le handicap c'est la fin. Non, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est ça, parce que vous rencontrez des nouvelles personnes. Tout à fait, bien sûr. En tout cas, pour ce qui est de la France, il y a des associations qui existent dans toutes les villes tout à fait. de France. Il y a beaucoup d'associations qui existent, il y a des clubs de sport, de handisport, etc. Ouais. Et quand on aime ça, il faut surtout pas hésiter à faire ces choses-là. Ouais. Peu importe, il s'agit pas d'être bon ou mauvais ou pas, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de partager des moments d'amitié, des moments de dépenses, etc. Voilà, c'est ça qui est important. Mais il y a pas forcément cet esprit
de Non, compétition qu'il peut y il y a avoir pas dans le d'esprit. sport Alors, valide des alors, fois. il y a, je dirais, deux catégories dans le handisport. Vous avez la personne qui va faire du handisport parce que ça lui fait du bien dans son quotidien, ça fait du bien à la tête, ça lui permet de se dépenser. Et puis après, vous avez ceux qui veulent franchir le pas pour aller vers de la compétition, aller même jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'aux Paralympiques, etc. Il n'y a pas de limite. Ça correspond aussi à d'autres profils. Mais c'est pas incompatible et on peut faire l'un et pas l'autre, ou les deux ensuite, enfin voilà. Ouais. Trop bien. On n'a pas parlé du regard des autres. Est-ce que Oui. pour vous, ça a été quelque chose de compliqué à vivre? Absolument pas. Alors je pense que ça vient, comme je vous disais, peut-être du fait que j'avais quand même déjà de l'expérience, du recul par rapport à la vie, et que donc les gens me regardaient comme ils avaient envie de me regarder, et puis c'est tout. Et puis je me suis rendu compte que les gens sont très sensibles à l'image que vous renvoyez. Si vous êtes dans un fauteuil roulant, mais que vous avez le sourire et tout, les gens vous abordent facilement, il n'y a pas de souci. Ils voient pas finalement où est le problème. Bon, si ce n'est que vous êtes sur un fauteuil, ils n'ont pas la connaissance de tout le handicap qu'on ne voit pas, etc. Mais peu importe. Par contre, si vous êtes quelqu'un de très renfrogné, qui a l'air tout le temps triste, etc., les gens vont avoir un peu de la pitié pour vous finalement. Oui. Ils vont peut-être vous regarder différemment. Donc, le regard des autres, il dépend beaucoup de notre comportement aussi. Ouais. Voilà. Donc c'est plus dans votre manière d'être plutôt que dans finalement votre côté physique Tout de à la fait, chose. tout à fait. Ouais. C'est Mais, plus mais la vos manière amis, d'être. par exemple, vos amis qui vous connaissaient comme grands sportifs, si on peut Oui. dire, est-ce qu'il y a un regard qui a changé à ce niveau-là ou est-ce que vous Non, l'avez je dirais. ressenti? Non, il y a pas un regard de pitié, par exemple, etc. ni rien. Ils sont désolés de la situation parce que ils savent que j'étais quelqu'un qui adorait le sport, qui en faisait toujours et j'en ai fait toute ma vie. Donc le fait d'en être privé, dans tous les cas sous certaines formes, c'est bien sûr pas quelque chose de joyeux. Mais bon, voilà, la vie ne s'arrête pas qu'à ça. La vie, c'est pas que le sport, c'est pas que voilà, c'est aussi les autres, c'est justement les relations humaines, c'est etc. Vous avez jamais vécu des regards particuliers dans la rue ou des choses Écoutez, non. Moi, non. personnellement, non. Mais je connais des patients qui étaient très sensibles à ça et qui ont effectivement eu ce sentiment. Alors, je ne sais pas s'ils avaient raison ou si c'est parce que c'était leur ressenti. Parce que moi, très honnêtement, dans le quotidien, les gens sont plutôt bienveillants. Je compte plus le nombre de fois où quand je sors le fauteuil de ma voiture, il y a des gens qui passent à côté, qui vous disent vous avez besoin d'un petit coup de main, très gentiment, je veux dire sans être... Et je trouve ça, non, alors moi je me débrouille tout seul, Et mais je d'ailleurs, trouve ça très gentil, quoi. Je trouve ça que c'est très bien, quoi. Oui, vous le prenez bien quand on vous Tout propose à de fait. l'aide, c'est pas Tout quelque à fait. chose de... Non, je ne le vis pas comme si on me regardait comme quelqu'un de diminué, je le regarde juste comme une gentillesse de la part, comme de l'humanité. Bien sûr, mais ça en est, Oui, et Je ça vous en dis- est, et ça en est. bien sûr. Si jamais, par exemple, on met une petite situation, si jamais vous devez monter une côte très raide, est-ce que les gens puissent vous aider, c'est quelque chose qui serait bienvenu ou Ah, qui serait- tout à fait. Et puis moi-même, je vais même plus loin. Des fois, quand je suis à un endroit où je suis en difficulté, j'hésite pas à demander. Mais vous avez bien raison. Les gens sont autour de moi avec un bon sourire. Je leur demande, vous me donneriez pas un petit coup de main? Oui. Et les gens le font avec un grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Et les marches, les escaliers, tout ça, c'est... Ah, mais ça les ça trottoirs. reste un problème un peu insurmontable pour les personnes en fauteuil roulant. Ouais. Un petit trottoir, une petite marche avec de l'habitude, vous arrivez à les monter, à les descendre. Mais des vraies marches ou une série de marches ou un trottoir qui est très haut, non, il faut trouver une autre solution. Ouais. Et oui, complètement. Ouais. Ok. C'est intéressant. En sachant que malheureusement, les villes en France ne sont pas très adaptées, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits dans Oui. ce sens-là. Par exemple, si vous voulez aller au restaurant, vous devez d'abord rappeler, à vous assurer que Tout à fait, voilà. l'accès sera... Quand on va à un restaurant, soit on connaît le restaurant et on sait qu'il n'y a pas de souci, soit quand j'appelle quelque part et je dis tiens, on pourrait essayer ce restaurant, on leur dit écoutez, on est en fauteuil, est-ce que ça pose un problème? Vous pourrez nous caser facilement, on peut accéder, voilà. Et après, à ce moment-là, on fait en fonction de ça. Bon, mais c'est pas plus compliqué finalement que si on appelait pour réserver normalement. Non, si ce n'est qu'on prend cette petite précaution Eh oui. d'accessibilité. Alors parfois c'est mal compris, parce que les gens vous disent non, mais il n'y a aucun souci, puis vous y arrivez, il y a 2 grosses marches. Eh Parce oui. que je pense qu'ils n'ont pas conscience de vraiment ce qu'est l'handicap en fauteuil et des choses qu'on peut faire et ne pas faire. Voilà. Eh oui. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent arriver. Bon.
Ok. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi. Je pense que des fois, les gens, face à des personnes handicapées, savent pas comment réagir, savent pas s'ils doivent les aider ou non. Moi, je pense qu'à partir du moment où les gens proposent gentiment une aide, il n'y a aucun problème. La personne va le voir comme une gentillesse. Elle en a besoin, elle va vous dire c'est gentil, aidez-moi. Elle en a pas besoin, elle vous dira c'est gentil, merci. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à proposer son aide. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. C'était avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime_podcast_.